Docteur Saliou Gaye Ndoye, bonjour. Bonjour Pascal. Je ne sais pas si j'ai écorché le nom ou bien c'est bien cela. Vous l'avez parfaitement. D'accord, ok. Docteur, vous êtes spécialiste en gouvernance internationale de l'environnement et là, effectivement, hors micro, on discutait maintenant de ce changement climatique que nous observons ces derniers temps. Normalement, c'est vrai, il y a la météo qui nous a renseigné qu'il y aura assez de pluie dans ce mois d'octobre et là, ça veut dire que le changement climatique est devenu aussi visible aujourd'hui sur notre continent. Oui, tout à fait. Bonjour encore, bonjour à nos auditeurs et merci pour l'honneur déjà pour les Togolais de m'accueillir au Togo ici. C'est un grand plaisir et je suis ravi de toujours parler de ce sujet qui me passionne énormément, l'environnement. Effectivement, les changements climatiques sont là et c'est, disons, une partie, disons la partie visible de l'iceberg de tous les problèmes environnementaux qui existent actuellement. Et là, effectivement, dans les changements climatiques qui combinent aussi bien les processus plus insidieux que les processus plus violents qu'on désigne dans notre jargon comme étant la variabilité climatique avec les événements extrêmes. Mais il est extrêmement clair, et ça ne fait l'homme d'aucun doute, que le climat est en train de changer et qu'il va falloir faire quelque chose pour déjà travailler sur les causes profondes de ce changement, mais également voir par rapport à ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter, comment s'adapter, avec quels moyens. Et donc, c'est vraiment un très grand chantier. Et l'enjeu, la question fondamentale maintenant, c'est comment l'Afrique perçoit cette question et quelle va être réellement sa réponse. Et donc, c'est tout l'enjeu de discuter et de voir quels devraient être les mécanismes à développer pour travailler sur ce que j'appelle un repositionnement de l'Afrique dans le système de gouvernance internationale, parce que c'est de là que va partir les esquisses, la normalisation des solutions à adopter. Docteur, c'est vrai, vous avez dit, vous avez parlé alors de l'enjeu, et l'enjeu justement est de taille, mais aujourd'hui, quand on prend les défis, puisque je voudrais quand même qu'on reste un tout petit peu sur les défis alors de l'environnement sur le continent et aussi comment relever ces défis avec les ressources dont nous disposons. Aujourd'hui, quels sont les grands défis de l'environnement sur notre continent, docteur? Oui, les grands défis, disons, si on doit les catégoriser, on va avoir trois grands défis. Et le premier grand défi, et pour moi qui est le plus important, c'est le défi de la gouvernance. C'est la perception. Comment les Africains, les pays africains perçoivent l'environnement et à partir de cette perception, quelle devrait être leur position dans le système de gouvernance. Parce que c'est le plus grand problème qu'il y a, la perception de l'environnement. Comment l'Afrique considère l'environnement par rapport à son développement économique et social. Il est absolument clair que notre perception ne devrait pas être la même que les autres. Et le grand problème, à l'image de la gouvernance économique qui classe les pays par ordre de richesse et qui a son classement et met les pays africains en dernière position, et c'est même contestable les critères, parce que dans ces critères, un critère important, c'est-à-dire la valeur économique des ressources naturelles n'y figure pas, ce qui fait qu'on peut déjà contester ça. Mais déjà, les choses étant telles qu'elles sont, si on considère ce classement-là, ils ont reproduit le même schéma sur la gouvernance de l'environnement, alors que la donne est complètement contraire. Parce que autant on peut dire que les pays africains sont pauvres, mais autant on peut dire sans risque de se tromper en termes de ressources naturelles, en termes de potentiel de séquestration de carbone et autres, l'Afrique est extrêmement riche. Et donc, un tel classement ne peut pas être appliqué à la gouvernance de l'environnement. Et c'est cette perception qu'il faut corriger d'abord. Et pour corriger cette perception-là, dans les systèmes, dans les organisations où on définit les programmes, les priorités de financement, il faut d'abord poser les problèmes tels qu'on doit les poser et se repositionner. Et à ce niveau-là, dans le système de gouvernance, un point extrêmement important, c'est la contribution des scientifiques. Et je suis étonné de ne voir
aucune de nos universités, par exemple africaines, est accréditée dans ces conventions-là. Parce que toutes les décisions qui sont prises au niveau de cette convention, on les prend sous le sceau de la science. Mais la science de qui? La science par qui? Qui donne ces données-là? Toutes les données dont on parle ne viennent pas de nos universités. Je donne juste un exemple. On va vers la COP 30 avec Belém, où on parle des forêts tropicales. Mais si on devait parler des forêts tropicales, la première forêt tropicale, ce n'est pas la forêt amazonienne. C'est la forêt du bassin du Congo, qui est le premier poumon, pas le deuxième. Et pour preuve, toute la discussion qu'il y a autour de la projection de la carte de Mercator qui réduit l'Afrique, mais a une incidence sur ces choses-là. Et qui fait que financièrement, quand les gens distribuent les ressources, ils donnent énormément de ressources à la forêt amazonienne et laissent la forêt du bassin du Congo, qui est le premier encore bassin, et qui ne reçoit qu'environ 11% de financement. Mais docteur, est-ce que ça n'a pas été fait sciemment, cette carte dont vous parlez, et qui fait même d'ailleurs que finalement on classe peut-être alors cette forêt qui est peut-être déjà dans une puissance, donc on le classe. Est-ce que ça n'a pas été fait sciemment? Ça a été fait sciemment. Et à l'époque où ça a été fait, et maintenant les choses ont complètement changé. Les compétences, les connaissances en Afrique nous permettent non seulement de contester, mais de remettre les choses en ordre. Et c'est ça le rôle essentiel de la communauté scientifique pour donner les arguments scientifiques et autres pour repositionner l'Afrique. Ça se fera sur une base scientifique. Ça a été fait sciemment et c'est notre responsabilité de corriger cela. Et c'est là la perspective dans le repositionnement de l'Afrique. Il faut corriger ça et la base, elle est scientifique. Et il faut intégrer l'interface science-policy, comme ils disent. Et ça, c'est le grand enjeu actuellement. Mais c'est concrètement qui doit être à mesure alors de changer la donne? Parce que, oui, aujourd'hui, c'est tout comme quand on prend ces puissances, ce sont elles qui dirigent, même sur le plan scientifique, et finalement, l'Afrique demeure en quelque sorte un spectateur. Et c'est là où les États ont une responsabilité. On entend toujours les gens aller à la COP, les points focaux et des trucs comme ça. Mais pour beaucoup, on y va pour faire de la figuration. Les gens n'y vont pas avec un objectif bien défini. C'est là, on a toujours tendance à accuser les autres et autres. Ce ne sont pas les autres, c'est nous. C'est nous. Nous avons suffisamment de docteurs, de scientifiques pour revenir encore à la COP. On a ici, par exemple, pour les forêts sacrées, qui ont prouvé une efficacité extraordinaire de conservation de ces écosystèmes-là. Mais il n'y a aucune ligne budgétaire, il n'y a même pas de reconnaissance juridique de ce type de forêt. Alors qu'il y a ici, je le sais, à l'Université de Lomé, beaucoup d'études qui ont été faites. Il s'agit maintenant de prendre ces études-là, de les mettre dans les interfaces science-policy et de les transformer en politique dans ces organisations et avec leurs corollaires, les financements qui vont avec. C'est notre responsabilité. Ça veut dire que quand on envoie une délégation à la COP, comme à la COP de Belém qui va venir, on parle des forêts tropicales. Moi, je crois que la préparation pour parler du Togo, puisque nous sommes au Togo, mais c'est valable pour tous les autres institutions, les autres pays, c'est d'abord de discuter et de dire, moi, qu'est-ce que je peux apporter dans ça, comment je vais le faire, avec qui. Et en fonction de ces objectifs, on forme les délégations. Mais on fait le contraire. Ceux qui vont à la COP, on le sait déjà, et pour avoir fait presque toutes les COP, je sais que 90% des gens, des Africains, délégations qui y vont, ils vont pour rien du tout. Et docteur, est-ce que ce n'est pas ça aussi notre problème? C'est-à-dire, quand on veut faire les choses, on ne les fait pas bien, c'est-à-dire, il n'y a pas du sérieux. Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de sérieux, parce que bon, l'un des grands problèmes, c'est que pour beaucoup, ceux qui prennent les décisions n'ont pas l'information. Et je crois que c'est la première chose qu'il faut corriger, c'est un peu ma motivation pour venir à ces émissions-là, parce que j'ai beaucoup évolué dans ce système-là. Mais la vérité est que quelquefois, on est surpris par la surprise de ces dirigeants quand il nous arrive de discuter avec eux. Ils nous disent, mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et je peux vous dire des choses qui vont surprendre plus d'un.
dans la gouvernance de l'environnement et autres. Et donc ça, vraiment, le premier problème, c'est l'information. Mais également aussi, ces responsables doivent aller vers l'information, doivent mettre en place des systèmes de remontée d'informations qui leur permettent de prendre des décisions qui sont bien sur la base de la bonne information. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et donc, je disais, ça, c'est le premier défi, c'est le défi de la gouvernance. Oui. Le deuxième défi, c'est le défi des écosystèmes qui sont dégradés. Mais ce défi-là est lié à ce qu'on appelle dans notre jargon techniquement, ce qu'on essaie de régler par la transition écologique. Notre modèle de développement économique. Raisonnons simplement. On aspire au développement, tel que les pays développés. Si ça arrivait, ça veut dire en termes de besoins d'énergie, en termes de besoins d'eau, parce que tous ces besoins-là sont donnés par ce qu'on appelle les services des écosystèmes. L'eau potable, l'énergie, ainsi de suite. S'il arrivait que les pays sous-développés arrivent au niveau de développement des pays développés, ça voudrait dire qu'on aurait besoin d'au moins 3 continents Terre pour ça. Ça veut dire que l'hypothèse de départ est fausse. On veut aller vers le développement, on travaille vers le développement, vous voulez avoir la clim chez vous, vous voulez avoir l'eau courante, l'eau chaude every site, il vous faut de l'énergie pour tout ça. Mais si ça arrivait, ça voudrait dire que la Terre ne supporterait pas une telle charge. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là tout l'enjeu. Et c'est là la chance, et j'insiste beaucoup, pour l'Afrique, de ne pas reproduire le modèle qui nous a menés à cette situation actuelle. Et c'est là tout le sens et le contenu qu'il faut donner à la transition écologique. Et je renvoie encore la réflexion au niveau des universitaires pour nous proposer de nouveaux modèles en phase avec nos cultures. Parce que ça, on l'oublie. On a des cultures merveilleuses qui ont bâti des systèmes extraordinaires. Et je donnais le cas des forêts sacrées en termes de conservation et tout. Et je peux en donner en pagaille égale. Et je crois qu'il faut revenir à notre essence parce qu'on a beaucoup à offrir. Beaucoup plus que ce qu'on nous fait croire. Et je crois que ça va être l'enjeu majeur. Quand on va parler de transition écologique, il faut lui donner cette connotation, ce contexte africain. On a tout à donner, on a tout à proposer. Et quand vous regardez actuellement les nouveaux modèles émergents, je vais au congrès mondial de l'UICN la semaine prochaine, mais les modèles achevés de nature-based solution, mais nos grands-parents le faisaient depuis. Ce n'est pas nouveau pour nous, peut-être pour eux. Après avoir fait le tour de la question, ils reviennent au point où nous, on était il y a 30 ans, 40 ans. Allez regarder la charte de Kouroukan-Fougan, qui a été établie depuis je ne sais combien d'années, mais les principes fondamentaux de la gestion durable de l'environnement, ils sont déjà, ce n'est pas nouveau. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut aller. Donc le deuxième défi, pour régler toutes ces questions à travers les différentes thématiques, eau internationale, polluants organiques persistants et tout, il faut re-questionner notre modèle de développement et regarder dans ce que nous avons, ce que nous sommes. Le troisième défi, c'est bien sûr... Oui, docteur, sur ce plan, est-ce que ça veut dire que finalement, quand on prend nos réalités aujourd'hui, le modèle que nous proposons, peut-être si nous voudrons quand même avoir ce modèle de développement à l'européen, et finalement, ça ne concorde pas ou ce n'est pas adaptable alors à notre réalité? Absolument non, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout, parce que qu'est-ce qui se passe? Pour soi-disant régler un problème, vous en créez 10. On ne peut pas aller dans un modèle comme ça. On ne peut pas aller dans un modèle comme ça. Et c'est le modèle qu'on nous propose. On ne règle pas un problème en créant beaucoup plus. Et c'est ça qu'il faut régler. Mais justement, est-ce que ça ne revient pas sur cette première question que vous avez évoquée, c'est-à-dire le problème de gouvernance, c'est-à-dire il n'y a pas une politique adaptée quand même à ce modèle de développement? Absolument. Il n'y en a pas.
Et nos modèles de développement économique et tout, ce sont des modèles qui sont conçus pour nous maintenir dans la dépendance. Il faut rompre avec cette dépendance-là. Ce sont des modèles qui sont conçus à dessein pour maintenir les pays pauvres riches en ressources naturelles dans la dépendance. Il faut rompre cette dépendance. Et on a les moyens de le faire. On a les moyens de rompre cette dépendance, mais ça passe d'abord encore par une prise de conscience et une auto-prise en charge de la réflexion et pour poser les éléments conceptuels qui permettent maintenant de définir ce nouveau cadre dans lequel nous serions à l'aise, mais pas dans ce modèle tel qu'il est défini. Docteur, le troisième défi? Le troisième défi, c'est la mobilisation des finances. Et ça, c'est le grand problème. Je ne dirais même pas le grand problème. J'ai pas envie de dire le grand scandale. Il y a énormément de besoins. Il y a énormément de ressources. On n'arrive pas à régler les problèmes. Et entre-temps, il y a tout un paquet d'intermédiaires qui est venu s'infauder dans le système pour le siphonner, entre guillemets. Et ça, c'est le gros problème. La pauvreté est devenue un business. Comment ça, docteur? Ben oui. Parce que, sous prétexte qu'il y a un besoin, il faut mobiliser de l'argent. OK, on mobilise de l'argent. Mais on vous met tellement de critères, de conditionnalités pour un peu. Les gens entendent tout le temps, il y a de l'argent, il y a de l'argent. C'est vrai, il y en a. Mais ça se trouve où, cet argent? Cet argent est là. Maintenant, la question, c'est toutes les procédures, les techniques, formulations de projets et trucs comme ça qui posent problème. On a mis tellement de barrières dedans. Voilà, que pour les lever, il faut d'autres intermédiaires qui viennent et qui finalement captent toute la dividende de ce processus-là. Et l'Afrique, encore, en termes de capacité, à tous les niveaux, au niveau systémique, au niveau institutionnel, organisationnel, au niveau individuel, est très faible et n'arrive pas. Regardez, je prends un exemple, le Fonds vert pour le climat. Depuis quand on en entend parler? Depuis très longtemps. Le Fonds d'adaptation, depuis longtemps. Au jour où nous parlons, le Togo, en tant que nation, avec tous ses experts, n'a que l'ODEF qui est accrédité pour mobiliser des projets pas supérieurs à $1 million. C'est pas compréhensible. Pas supérieur à $1 million? Non, pour une organisation. Oui. Alors que pour le GCF, un micro-projet, c'est $10 millions. Un petit projet, c'est $50 millions. Un projet de moyenne taille, c'est $250 millions. Et le Togo n'est accrédité. Déjà, pour le Fonds vert, il n'y a pas d'entité togolaise qui est accréditée. Il n'y en a pas. Depuis que le Fonds vert existe, il n'y a pas une entité togolaise qui est accréditée au Fonds vert climat. Et c'est quoi le souci? Mais moi, je me pose la question. Parce que vous avez suffisamment d'experts pour lire les critères d'accréditation, remplir un dossier d'accréditation et faire accréditer n'importe quelle organisation. Mais et d'autant plus qu'il y a de l'argent même pour financer ces processus-là. Alors, comment comprendre qu'aujourd'hui, en 2025, qu'il n'y ait aucune organisation togolaise accréditée au Fonds vert? Il y a un problème. Et on ne peut pas l'imputer à d'autres pays, à d'autres personnes. Et c'est ça la question. Ce sont les vraies questions qu'il faut poser. Il y a énormément de ressources pour vous accompagner dans ce processus. Vous avez des ressources intellectuelles. Je connais d'éminentes personnes avec qui je travaille ici qui peuvent vous faire le dossier d'accréditation en orientant. Mais c'est justement ce dont je vous parlais, cette panoplie d'intermédiaires et autres qui font que ceux qui doivent prendre les décisions ne sont pas informés et qui posent des problèmes. Ce qui fait que on a, à ce jour-là, avec le Fonds d'adaptation, réussi à faire accréditer l'ODEF pour $1 million. Mais vous m'excusez de terme, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et c'est des questions sur lesquelles il faut s'asseoir et régler ces questions-là au plus haut niveau. Et ça, c'est la volonté politique qui intervient en disant « je veux faire accréditer tel. » On vous donne de l'argent pour ça. Le FEM a de l'argent. Le Fonds vert pour le climat a de l'argent. Le Fonds d'adaptation a de l'argent. Bientôt, le Fonds de réponse au truc également de l'argent. Mais, encore une fois, on ne peut pas continuer d'accuser les autres
pour des décisions stratégiques qu'on aurait dû prendre et qu'on n'a pas prises. Donc, c'est ça. Docteur, est-ce que nous n'avons pas aussi ce malheur-là de ne pas être toujours d'accord sur l'essentiel en Afrique? Oui, oui, c'est ça. Et encore, ça revient à cette question de réfléchir les problèmes qui se posent à nous sous notre propre perspective, pas sous la perspective des autres. Et c'est pourquoi il y a cette question de la vision, et ce point, j'insiste beaucoup, c'est important pour moi, et de former les jeunes. Et j'ai été marqué actuellement ce qui se passe en Chine, la montée en puissance de la Chine. Mais c'est un processus qui a démarré longtemps et qui trouve ses soubassements dans la formation et l'éducation. Moi, j'ai été surpris et impressionné quand je suis allé à la Silicon Valley, notamment quand je suis allé à Berkeley University. Mais on pense qu'on est en Chine. Il y a énormément de jeunes étudiants chinois qui sont là-bas. Et dès qu'ils finissent, ils rentrent. Lors de mon dernier voyage à Addis, j'ai rencontré un groupe d'étudiants chinois aux États-Unis qui venaient faire un voyage d'études en Afrique. Ils sont même passés par le Togo et autres. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler à déconstruire les mécanismes qui les maintenaient dans cette dépendance. Et c'est ce que l'Afrique doit faire. Il faut déconstruire ce mécanisme et on ne le fera qu'à partir de la jeunesse. Et j'insiste beaucoup et je travaille beaucoup sur ça. J'ai rencontré énormément de jeunes Africains, aussi bien dans le pays que dans la diaspora, extrêmement brillants, sur qui les pays doivent s'appuyer parce qu'eux, au moins, ils ne sont pas formatés à l'ancienne. Il y a une génération, pour être honnête, en Afrique, c'est une génération, je dirais, perdue. Il n'y a plus rien à faire. Ils sont déjà formatés. Ils ne peuvent pas réfléchir en dehors du carré qu'on a déjà décrit pour eux. Et c'est avec ces jeunes qu'on va déconstruire ces mécanismes. Maintenant, on ne les déconstruit pas avec la violence, mais avec la science, avec l'argument. Et il y en a en pagaille. J'avais créé, je me rappelle, une initiative, The Young Talent Initiative, dans une structure dans laquelle je travaillais. Mais devinez quoi? Ce sont des Africains qui ont perçu ces jeunes comme des menaces à leur poste, qui ont torpillé la chose. Mais il faut aller dans cette direction. Il faut travailler avec cette jeunesse. Il faut travailler avec cette jeunesse scientifique. C'est notre plus grand trésor. Et ça va nous permettre de déconstruire ces mécanismes-là et changer les paradigmes. Il n'y a pas d'autre moyen. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Un mot de la fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, juste un mot de remerciement et également vraiment, disons, lancer le message sur l'importance de l'éducation des jeunes à tous les niveaux. D'accord. De la primaire jusqu'à l'université. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous êt docteur Saliou Gaye Ndoye et vous êtes spécialiste en gouvernance internationale de l'environnement. Merci d'être passé dans cette émission. Je souhaiterais même d'ailleurs que de temps en temps, nous allons vous inviter pour ces précisions, surtout sur l'environnement.